Pendant que je bouclais un contrat à 12 000 € en Europe, mes parents ont gagé ma voiture pour ma sœur. À mon retour, ma mère a dit, elle en avait plus besoin. Mes 6 mots l'ont anéanti. Le contrat de Francfort était enfin signé. 6 jours de négociations exténuantes, et j'avais sécurisé l'expansion européenne que mon patron visait depuis 2 ans. Mon corps était endolori par le vol, mais un sentiment de triomphe pulsait en moi alors que je conduisais ma voiture de location vers la maison de banlieue de mes parents. Ma valise attendait dans le coffre. J'avais promis à maman de passer avant de rentrer à mon appartement, sachant qu'elle voudrait tout savoir de mon voyage et probablement me gaver de quelque chose fait maison. Le soleil couchant peignait le quartier familier de teintes ambrées alors que je tournais dans la rue des Tilleuls. Je me suis garé dans l'allée, remarquant que papa avait enfin taillé les buissons envahissants qui flanquaient le garage. Petite victoire. Mes escarpins noirs me serraient les pieds quand je suis sorti, lissant ma jupe crayon anthracite. Le vol avait froissé mon chemisier en soie, mais j'avais toujours l'allure de l'analyste financière senior qui venait de décrocher le contrat de sa carrière. J'ai souri en cherchant la télécommande du garage dans mon sac à main. J'avais garé mon Alpine ici pendant mon voyage, c'était plus sûr que le stationnement dans la rue près de ma résidence. Le déclic familier lorsque j'ai appuyé sur le bouton. Le vrombissement mécanique de la porte qui se levait. Puis, rien d'autre que le vide là où ma voiture aurait dû être. Non, non, non. Les mots se sont bousculés alors que mon estomac se nouait. Le garage s'étendait devant moi, vide à l'exception de la tondeuse à gazon de papa et du matériel de jardinage de maman. Mes doigts se sont engourdis. La télécommande a cliqueté sur le béton alors que je laissais tomber ma valise et me précipitais vers la maison. Ça ne pouvait pas arriver. Pas ma voiture. Pas mon Alpine. J'ai fait irruption par la porte de service dans la cuisine. Ils m'attendaient, maman, papa et ma sœur Chloé, assis autour de la table en chaîne comme s'ils organisaient une intervention. Le silence m'a frappé en premier, puis la culpabilité qui émanait de chacun d'eux. Papa ne pouvait pas croiser mon regard. Il fixait ses mains calleuses posées à plat sur la table. Amélie, ma chérie. La voix de maman avait ce ton mielleux qu'elle utilisait pour annoncer les mauvaises nouvelles. Ne réagis pas de manière excessive. Où est ma voiture? Les mots ont écorché ma gorge. Chloé a redressé les épaules, une confiance plaquée sur son visage comme dans l'un de ses tutoriels de maquillage. C'est juste temporaire, Amé. Je te rembourserai tout. Rembourser quoi? Ma voix est tombée à un niveau dangereusement bas. Où est mon Alpine? Maman a jeté un coup d'œil à papa, qui ne levait toujours pas les yeux. Nous avons dû prendre une décision difficile, ma puce. Chloé avait besoin d'un capital de départ pour son entreprise, et nous l'avons emmenée au crédit municipal, a finalement dit papa, la voix rauque. On en a eu 45 000 €. La pièce a basculé. Vous avez fait quoi avec ma voiture? C'est un prêt sur gage, s'est empressé d'ajouter Chloé. Pas une vente. Dès que ma ligne de cosmétiques sera lancée, je te rembourserai avec les intérêts. Tu récupéreras ta voiture en un rien de temps. Mon esprit a revécu les nuits sans fin que j'avais passées penché sur des feuilles de calcul à la financière de la Seine. Des semaines de 70 heures pendant 6 ans d'affilée. 10 ans non aux vacances, à un meilleur appartement, à tout, pendant que j'économisais. Je me suis souvenu des mains burinées de grand-père guidant les miennes sur le moteur de l'Alpine d'un ami quand j'avais 9 ans. Ces machines ne sont pas que des moyens de transport, ma petite Amélie. Ce sont des rêves devenus réalité. Ses yeux s'étaient plissés avec une certitude absolue. Un jour, tu auras ta propre merveille. Sois juste patiente. Le jour où j'avais finalement ramené mon Alpine à la maison, des larmes avaient coulé sur mon visage. Pas seulement pour la peinture bleu France brillante ou le grondement du moteur, mais pour ce qu'elle représentait. La preuve que mes sacrifices avaient un sens. Ma start-up de cosmétiques est révolutionnaire, disait Chloé en rejetant ses cheveux par-dessus son épaule. J'ai développé une formule qui. Je me fiche que tu aies découvert la fontaine de jouvence en bouteille. Ma voix a coupé court à son argumentaire. Cette voiture n'était pas à toi. Les lèvres de maman se sont pincées. Allons, Amélie, la famille s'entraide. Tu gagnes beaucoup d'argent à ton travail. Chloé a besoin de cette chance pour réussir. Alors vous avez utilisé mon double de clé et ma carte grise. La trahison s'enfonçait plus profondément à chaque prise de conscience. Vous avez commis une fraude. Papa a tressailli. Nous sommes tes parents,
a rétorqué maman. Nous avons toujours soutenu nos deux filles de la même manière. Un rire amer m'a échappé. De la même manière? C'est comme ça que vous appelez ça? Mon téléphone a vibré dans ma poche. Je l'ai sorti automatiquement, jetant un coup d'œil à la notification. Ma compagnie d'assurance m'alertait d'une saisie gage sur mon véhicule. La glace a remplacé le feu dans mes veines. Il ne s'agissait pas seulement d'argent. Il ne s'agissait même pas seulement de la voiture de mes rêves. Il s'agissait de respect, quelque chose que ma famille ne m'avait jamais donné. Vous avez 30 jours, ai-je dit, ma voix plus stable que je ne le sentais. 30 jours pour récupérer ma voiture, ou je porte plainte pour escroquerie et vol. Porteur plainte, a haleté maman. Contre ta propre famille. Une famille ne se vole pas, je me suis tourné vers la porte. 30 jours. Leurs expressions choquées m'ont suivi alors que je sortais, claquant la porte avec assez de force pour faire trembler les photos de famille sur le mur. Des photos qui semblaient soudainement fictives, des visages souriants cachant la vérité que dans cette famille, mes rêves avaient toujours été considérés comme jetables. Le mont-de-piété empeste le désespoir et le désodorisant bon marché. Je redresse mon blazer, essayant de ressembler à une femme qui a sa place ici plutôt qu'à une femme dont le monde s'effondre. Mon reflet dans une vitrine poussiéreuse montre des traces de mascara que j'ai manqué d'enlever ce matin. Mademoiselle Dubois, le prêteur sur gage, Gérard, d'après son badge, fait glisser des papiers sur le comptoir. Sa voix a la neutralité exercée de quelqu'un qui est témoin de catastrophes financières au quotidien. Votre véhicule a été déposé il y a 5 jours, montant du prêt 45 000 €, plus nos frais standards. Je parcours les documents, ma formation en finance prenant automatiquement le dessus. 3 000 € de frais? C'est pratiquement usuraire. Le visage de Gérard reste impassible. Le marché des voitures de collection est volatile. Nous prenons des risques. Et si le prêt n'est pas remboursé? Après 35 jours, nous vendons le véhicule aux enchères. Il tapote un paragraphe en petits caractères. Paiement intégral requis avant le 3 octobre. 48 000 € au total. Mon estomac se tord alors que je passe à la page suivante. La voilà, ma signature. Sauf que ce n'est pas la mienne. L'imitation est assez proche pour tromper le prêteur mais il manque la légère courbe ascendante que je fais toujours sur le S final. Ce n'est pas ma signature. L'expression de Gérard change légèrement. Madame, si vous suggérez une fraude. Je ne suggère pas, j'affirme. Je sors mon permis de conduire, puis un contrat de travail récent. Comparez-les. Il étudie les signatures. Son malaise devient visible. Je vais devoir en parler à mon responsable. S'il vous plaît. Et pendant que vous y êtes, sortez les images de vidéosurveillance du moment où cette transaction a eu lieu. Ma voix semble plus calme que je ne le suis. J'étais à Francfort, en Allemagne. 20 minutes et un responsable plus tard, la réalité s'installe comme du béton dans ma poitrine. Mes parents ont commis une véritable escroquerie. Un délit pénal. Le genre de chose pour laquelle on va en prison. Nous pouvons déposer une plainte dès maintenant, propose le responsable. Le mot police me serre la gorge. J'ai besoin de temps pour réfléchir. De retour dans mon appartement, je m'enfonce dans le canapé, portant toujours mon manteau. Sur la table basse se trouve un album de photos de famille que je n'ai pas ouvert depuis des années. Je le pose sur mes genoux, les doigts tremblant légèrement en feuilletant les souvenirs sous plastique. Il y a les 18 ans de Chloé, une garden party avec 40 invités, un photographe professionnel et une pièce montée plus grande qu'elle. Je tourne la page pour ne rien trouver de mon 18e anniversaire, car je travaillais à temps partiel dans un centre commercial, économisant pour les frais d'inscription en prépa HEC. Je tourne encore. La fête pour le bac de Chloé, où papa a loué une limousine. Ma cérémonie de remise de diplôme de l'école de commerce, des chaises vides là où mes parents auraient dû être. Leur vol mystérieusement annulé malgré un temps clair. Ils avaient réussi à se rendre au gala de danse de Chloé le lendemain même. Noël 2018 me regarde, Chloé debout à côté d'une Fiat 500 rouge avec un énorme nœud, tandis que je serre contre ma poitrine un pull des Galeries Lafayette, souriant de ce sourire crispé qui n'atteint pas mes yeux. Le schéma s'étend sur des années, sur des étapes importantes, sur des rêves. Pas seulement un favoritisme subtil, mais des sacrifices constants. Mes sacrifices pour élever Chloé. Mon téléphone sonne, me surprenant. Le nom de l'oncle Hervé s'allume sur l'écran.
Je viens d'apprendre, dit-il, sans dire bonjour. Ta mère a appelé, essayant de présenter les choses à leur manière. Et quelle est leur manière, je demande, soudainement épuisé. Que tu réagis de manière excessive. Que la famille s'entraide. Son reniflement dégoûté passe à travers le téléphone. Ce n'est pas juste, et tu le sais. Je le sais. Les larmes menacent de revenir. Je ne pensais juste pas qu'ils iraient aussi loin. Qu'est-ce que tu vas faire? Je ne sais pas encore. Après avoir raccroché, tante Patricia appelle, la sœur de papa, toujours la pacificatrice. Ils essayaient juste d'aider Chloé à réussir, plaide-t-elle. Gilles se sent terriblement mal. Ne peux-tu pas trouver un peu de compassion? La sonnette me sauve de la réponse. C'est Juliette du travail, tenant un sac de notre restaurant thaïlandais préféré. J'ai apporté le dîner, dit-elle en voyant mes yeux rougis. Tu as une sale tête. Je ris pour la première fois depuis des jours. Merci pour l'honnêteté. Autour de nous épicés, je lui raconte tout. Son indignation est comme un baume, quelqu'un qui voit enfin la situation clairement. Tu sais que c'est un délit, n'est-ce pas? Demande-t-elle en remplissant mon verre de vin. Ils ont volé ta voiture. Je sais. Si quelqu'un d'autre avait fait ça. Mais ce n'était pas n'importe qui. Je pose ma fourchette. C'était ma famille. Ça rend les choses pires, pas meilleures. La voix de Juliette s'adoucit. Qu'est-ce que ton patron en dit? Que la famille peut blesser plus profondément que quiconque. J'avais craqué dans son bureau plus tôt, quelque chose que je n'avais jamais fait en 6 ans à la financière de la Seine. Il me donne de l'espace pour gérer ça. Le lendemain matin, j'envoie un texto à Chloé. Café. Midi, l'endroit près de chez toi. Juste nous deux. Elle est déjà là quand j'arrive, portant des lunettes de soleil malgré le ciel nuageux. Sa confiance en jouer de la confrontation dans la cuisine s'est évaporée. Montre-moi le business plan, dis-je en m'asseyant. Quoi? Le business plan. Projection financière. Stratégie marketing. Tu sais, les documents que toute start-up légitime aurait avant de chercher un investissement. Elle tripote sa tasse de café. C'est plus fluide que ça. Les entreprises créatives. Arrête. Je lève la main. Montre-moi ce que tu as. De vrais documents. Ce qu'elle sort de son sac est un mood board de look de maquillage, une liste de noms de produits potentiels et des croquis grossiers d'emballage. Pas de contrat avec des fournisseurs. Pas de spécificité de formulation. Pas de modélisation financière. C'est tout? Ma voix baisse dangereusement. C'est pour ça que tu as volé ma voiture? Sa lèvre inférieure tremble. J'avais juste besoin d'une chance de faire mes preuves comme toi. Tout le monde parle toujours de ton succès, de ta responsabilité, de comment je devrais être plus comme toi. J'ai mérité ma chance, dis-je, chaque mot délibéré. Je n'ai pas volé le rêve de quelqu'un d'autre. Ses épaules s'affaissent. Je pensais qu'une fois que l'entreprise décollerait, je pourrais te rembourser avec les intérêts, rendre tout le monde fier. Et maintenant? La première livraison est arrivée hier. Elle enlève ses lunettes de soleil, révélant des yeux bouffis. La moitié des contenants étaient fissurés. Les clientes se plaignent déjà en ligne. La formule se sépare après quelques heures. Sa voix se brise. Tout s'effondre. Mon téléphone vibre avec un texto. De Chloé. Je la regarde, confuse, puis je regarde mon téléphone. J'ai besoin de plus d'argent pour réparer ça. Juste un peu plus. S'il te plaît, Amélie, je suis désespéré. Elle me regarde le lire, son expression suppliante. Je pose mon téléphone face contre la table. Pas un centime de plus, dis-je. Tu arranges ça ou nous perdons tous. Son visage se décompose. Je ne sais pas comment. Pendant un instant dangereux, je ressens l'ancienne attraction, l'attente familiale que je vais nettoyer le désordre, résoudre le problème, être la responsable. Puis je me souviens de mon garage vidé de la signature falsifiée. Tu ferais mieux de trouver une solution rapidement, dis-je en me levant. Le temps presse. 10 jours après la révélation du garage, l'entreprise de Chloé est en ruine. Je suis son échec tout en essayant de me concentrer sur ma propre carrière, regardant chaque mise à jour désastreuse apparaître sur mon téléphone comme une horloge. Jour 3,
les fournisseurs refusent de nouvelles livraisons après des paiements refusés. Jour 5, les demandes de remboursement inondent ses réseaux sociaux. Jour 7, le compte professionnel gelé par la banque. Jour 10, Chloé barricadée dans son appartement, ignorant les appels de tout le monde. Je fixe l'écran de mon ordinateur dans mon bureau à la financière de la Seine, les documents de l'acquisition de Francfort se brouillant devant mes yeux. Le contrat que j'ai passé 6 mois à orchestrer ne tient plus qu'à un fil parce que je n'arrive pas à me concentrer. Mon esprit revient sans cesse à l'espace vide dans le garage où mon Alpine devrait être. Le téléphone de mon bureau sonne. C'est mon patron, le directeur Paquier. Amélie, j'ai besoin de ses projections finales pour 16 heures. Sa voix a cette pointe d'inquiétude qui a grandi au cours de la semaine passée. Tu as l'air épuisé. Tout va bien à la maison? Je force un sourire professionnel dans ma voix. Tout va bien. Vous aurez ces projections dans l'heure. Le mensonge a un goût amer. Rien ne va bien. Ma famille m'a trahi. L'entreprise de ma sœur implose, et ma carrière pourrait suivre si je n'arrive pas à mieux compartimenter. Quand dimanche arrive, je gare ma voiture de location sur le trottoir devant la maison de mes parents au lieu de l'aller. Une petite rébellion, mais elle semble nécessaire. L'odeur familière du rôti de bœuf, l'offrande de paix de maman, flotte depuis la cuisine alors que j'entre. Papa est assis à table, les épaules affaissées sous un poids invisible. Maman s'affaire avec les assiettes en porcelaine, les bonnes, réservées pour Noël et les crises. Chloé arrive en retard, ses lunettes de soleil de marque cachant des yeux bouffis, sa démarche assurée remplacée par quelque chose de plus lent, de plus petit. Mangeons pendant que c'est chaud, dit maman, servant papa en premier comme elle l'a toujours fait. Nous nous asseyons en silence, rompus seulement par le bruit des fourchettes contre les assiettes. Je coupe ma viande en carrés précis, me concentrant sur la pression du couteau contre la céramique pour ne pas crier. Maman craque la première. Chloé a des difficultés avec son entreprise. Elle tapote la main de Chloé. Tout le monde échoue parfois. Je pose ma fourchette. Il ne s'agit pas d'échec. Il s'agit de vol. Nous pensions aider, dit papa doucement, les premiers mots qu'il a prononcés depuis mon arrivée. Ses mains burinées tremblent légèrement alors qu'il attrape son verre d'eau. Nous voulions que Chloé ait sa chance. À mes dépens, les mots sortent plus vifs que prévu, tranchant à travers le faux-semblant. Vous n'avez pas seulement pris une voiture. Vous avez pris tout ce qu'elle représentait. Chloé tressaille. Ma chérie, ce n'est qu'un véhicule, commence maman. C'était 6 ans d'heures supplémentaires et de vacances manquées. C'était l'héritage de grand-père. C'était la seule chose que j'avais qui prouvait que tous mes sacrifices avaient un sens. Ma voix reste stable tandis que quelque chose de sauvage et de blessé se débat en moi. Et vous l'avez pris sans une seconde de réflexion. La sonnette retentit. Le soulagement inonde le visage de maman face à l'interruption, jusqu'à ce que papa revienne avec l'oncle Hervé derrière lui. Le frère aîné de mon père remplit l'encadrement de la porte de ses larges épaules et de son froncement de sourcils caractéristique. Mais à quoi tu pensais, Gilles, demande Hervé sans préambule. Ses yeux croisent les miens de l'autre côté de la pièce. Amélie m'a appelé. Le dos de maman se raidit. C'est une affaire de famille, Hervé. C'est exactement pour ça que je suis là. Il tire la chaise à côté de moi. Quelqu'un doit parler pour le membre de cette famille que vous sacrifiez. Le visage de papa rougit. Attends une minute. Non, c'est toi qui attends. Je saisis ma mallette à côté de la chaise. Le cuir est frais contre mes doigts alors que j'extrais le dossier que j'ai préparé hier. Nous devons parler de ce qui va se passer maintenant. Je place 3 documents imprimés sur la table. Carte grise, article du code pénal sur l'escroquerie, réglementation du prêt sur gage et peines encourues. Les papiers atterrissent avec le poids de grenade. C'est un délit. Je tapote le premier document. Je pourrais vous envoyer tous les deux en prison. Le visage de maman perd ses couleurs. Tu ne ferais pas ça. Je ne veux pas le faire. La vérité de cette phrase me surprend. Malgré tout, je ne veux pas les détruire. Mais vous devez comprendre ce que vous avez fait. Papa fixe les papiers, les voyant vraiment. De la prison? 2 à 5 ans pour faux et usage de faux. Je garde ma voix clinique, détachée. Plus des dommages et intérêts. Maman s'effondre en larmes, pas le genre de larmes manipulatrices qu'elle utilise pour mettre fin aux disputes, mais des sanglots rauques et qui secouent ses épaules.
Papa lui prend la main, ses propres yeux brillants. Qu'est-ce qu'on t'a fait? Qu'est-ce qu'on nous a fait? Pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, je vois un remords sincère sur son visage. Pas seulement le regret de s'être fait prendre, mais une véritable compréhension du mal infligé. Chloé enlève ses lunettes de soleil, révélant des yeux rougis. C'est de ma faute. Sa voix se brise. Je les ai poussés à le faire. Je savais que tu ne serais jamais d'accord. Alors je les ai convaincus que c'était temporaire, que tu comprendrais une fois que mon entreprise décollerait. Elle baisse les yeux sur ses mains manucurées. Je n'aurais jamais pensé que tout s'effondrerait si vite. L'oncle Hervé se penche en avant. Alors, quel est le plan? Parce que ce mont-de-piété n'attendra pas éternellement. 25 jours, je confirme. Ensuite, ils vendent la voiture aux enchères. Maman s'éponge les yeux. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je sors une calculatrice. Nous devons déterminer quelles ressources nous avons. Pendant l'heure qui suit, nous évaluons nos options. Papa pense qu'ils peuvent obtenir un prêt hypothécaire de 30 000 €, mais cela prendra 2 semaines à être traité. Chloé accepte de vendre sa Mini et de vider son compte d'épargne, ce qui pourrait rapporter 12 000 € de plus. Je m'engage à contre-cœur à donner 6 000 € de mon fonds d'urgence. L'oncle Hervé observe cette comptabilité avec des yeux plissés. Je peux vous prêter 5 000 €, dit-il finalement, mais seulement parce qu'Amélie ne devrait pas avoir à payer pour ce gâchis. Le calcul est brutal. Même en mettant tout en commun, il nous faudra 15 jours avant de pouvoir rassembler la totalité de la somme. Et le mont-de-piété exige un acompte immédiat de 15 000 € pour suspendre la procédure de vente aux enchères. J'appellerai demain matin, dit papa, sa voix plus stable maintenant. Voir s'ils peuvent nous arranger sur le délai. Quand je pars, le poids sur ma poitrine ne s'est pas levé, mais quelque chose a changé. La trahison demeure, mais il y a maintenant un chemin à suivre, difficile, incertain, mais visible. De retour dans mon appartement, je m'assois sur le bord de mon lit, une photo encadrée dans les mains. Mon grand-père se tient à côté d'une Alpine Bleu France brillante, son bras autour de moi, âgé de 12 ans. La lumière d'été se reflète sur le pare-choc chromé et dans ses yeux souriants. Les voitures ne sont que du métal et du chrome, ma petite Amélie, m'a-t-il dit une fois. C'est ce qu'elle représente qui compte. Dans le silence de mon appartement, je comprends enfin ce qu'il voulait dire. Ce combat ne consiste pas seulement à récupérer ma voiture. Il s'agit d'exiger le respect que j'ai mérité. Il s'agit d'apprendre à ma famille que mes rêves comptent autant que ceux de Chloé. Je prends mon téléphone et compose le numéro de mes parents. Papa répond à la première sonnerie. J'aiderai, je lui dis, ma voix stable, mais les choses ne seront plus jamais les mêmes. Le silence s'étire entre nous, rempli de tout ce que nous ne pouvons pas défaire. Je sais, dit-il finalement. Nous allons arranger ça, Amélie. Je te le promets. Je termine l'appel sans dire au revoir. Certaines promesses arrivent trop tard pour être réconfortantes, mais je préférerais toujours l'action aux paroles. Demain, nous commençons le combat pour récupérer ce qui est à moi, pas seulement une voiture, mais ma place dans cette famille. Chloé fixe son reflet dans le mur de miroir de la boutique, effleurant la soie délicate de son carré Hermès préféré, sa collection, autrefois sa fierté, maintenant étalée sur le comptoir pour une estimation. La propriétaire de la boutique étudie chaque pièce à travers des lunettes étroites, les lèvres pincées par le calcul. Je peux vous offrir 8 000 € pour le lot, dit-elle sans lever les yeux. Chloé déglutit difficilement. Ces pièces lui ont coûté plus de 15 000 €. Mais la date limite du mont-de-piété pèse plus lourd que sa fierté. D'accord, murmure-t-elle, regardant la femme rédiger le chèque. De l'autre côté de la ville, papa entre en traînant les pieds dans le bureau du chef d'entrepôt, l'arthrite lui lançant dans les genoux. Le poste de nuit. Le chef lève les sourcils. Gilles, tu n'as pas travaillé de nuit depuis 20 ans. Papa s'enfonce dans la chaise en face de lui. Juste temporairement. J'ai besoin de la majoration de salaire. Le chef étudie les cernes sous les yeux de papa. C'est à propos de cette histoire de voiture dont ton frère a parlé? Papa hoche la tête une fois, la mâchoire serrée. Affaire de famille. À partir de lundi, alors, il fait glisser les papiers. J'espère que ça en vaut la peine. À la maison, maman emballe les chandeliers en argent de grand-mère dans du papier de soie, les mains tremblantes. Ces pièces ont survécu à la guerre, ont été témoins de 50 ans de célébration familiale.
Elle les place soigneusement dans une boîte avec le collier de perles que papa lui a offert pour leur 25e anniversaire. Le prêteur sur gage de la rue d'A accent grave côté jette à peine un coup d'œil aux objets avant d'offrir 3000 € pour couvrir les intérêts de la semaine prochaine. Mes propres sacrifices se manifestent par un manque de sommeil et des repas sautés. L'expansion de Francfort exige une attention constante, mais je prends des dossiers supplémentaires, visant le bonus de performance qui signifie soudain la différence entre la rédemption et la ruine. Le reçu de dépôt du crédit municipal est posé sur mon bureau, preuve que nos 15 000 € initiaux ont reporté la vente aux enchères. Une petite victoire, vidée de sa substance par la dernière lettre de la banque, approbation du prêt hypothécaire retardé en attente d'une expertise immobilière. Ils font de vrais progrès, dit Juliette devant un plat à emporter dans mon bureau. Ta sœur m'a appelé. Je lève les yeux de mes feuilles de calcul, surprise. Elle t'a appelé? Elle voulait savoir si le groupe financier recrutait pour des postes de débutants. Juliette enroule des nouilles autour de sa fourchette. J'étais choqué. Plus tard cette semaine-là, j'aperçois Chloé de l'autre côté de l'aire de restauration du centre commercial, à peine reconnaissable dans un simple pantalon noir et une chemise blanche. Pas de marque de créateur, pas de bijoux ostentatoires. Elle se balance nerveusement devant l'entrée des employés du printemps. Son premier jour. Quand mon téléphone sonne ce soir-là, sa voix semble plus petite que je ne l'ai jamais entendue. Je n'avais aucune idée de ces mots s'étranglent au point 8 heures debout, à sourire à des gens qui me traitent comme un meuble, et toi tu as fait des semaines de 70 heures pendant des années. Je m'appuie contre le comptoir de ma cuisine, ne sachant que dire. Toutes ces fois où je t'ai traité d'ennuyeuse parce que tu annulais des projets, continue-t-elle. Tu n'étais pas ennuyeuse. Tu étais responsable. 3 jours plus tard, nous nous retrouvons au café à mi-chemin entre nos appartements. Chloé commande un café simple au lieu de sa concoction compliquée habituelle. Son maquillage est subtil, ses ongles courts et non vernis. J'étais capricieuse et égoïste, dit-elle sans préambule. Je suis tellement désolée, Amélie. Pas seulement pour la voiture. Pour tout. J'enveloppe mes mains autour de ma tasse, sentant la chaleur s'infiltrer dans mes paumes. De belles paroles, Chloé. Je sais. Elle hoche la tête. Les yeux stables. Les actes parlent plus fort. J'essaie de te le montrer maintenant. Chez mes parents, papa étale des relevés bancaires sur la table de la cuisine, la lumière crue du plafonnier accentuant chaque ride de son visage. Il plisse les yeux devant des chiffres qui refusent de s'équilibrer, additionnant les colonnes pour la 5e fois. Gilles, appelle maman depuis le bureau. Étais-tu au courant de ça? Elle tient une pile de demandes de prêt, toutes rédigées de l'écriture fluide de Chloé. Carte de crédit. Prêt personnel. 3 comptes de paiement différés différents. Près de 80 000 €, murmure maman. Nous n'en avions aucune idée. Le lendemain matin, ils sont assis en face de Monsieur Véron au Crédit Mutuel, le conseiller financier en qui ils ont confiance depuis 20 ans. Ce prêt hypothécaire retardera votre retraite d'au moins 5 ans, explique-t-il doucement. Et c'est en supposant qu'il n'y ait pas d'autres surprises financières. Maman fixe ses mains, son alliance flottant sur son doigt aminci. Quand je passe déposer ma part du paiement de cette semaine, papa me rejoint sur les marches du perron. Pour une fois, maman n'est pas là, planant à proximité avec des excuses. Nous t'avons laissé tomber, dit-il, la voix rauque d'émotion, bien avant de prendre ta voiture. Je m'assois à côté de lui, le bois usé craquant sous nous. Toutes ces années, nous avons loué les rêves de Chloé en ignorant les tiens. Ses mains calleuses se tordent. Tu n'as jamais demandé grand-chose, alors nous n'avons jamais pensé que tu avais besoin de grand-chose. Le ciel du dimanche soir devient doré alors que nous nous asseyons en silence. Puis le prêt hypothécaire est enfin accordé, mais avec un délai de traitement de 3 jours. Le soulagement se transforme en panique lorsque le crédit municipal appelle. Un autre acheteur est intéressé par l'Alpine, offrant de l'argent comptant. On a juste besoin de 2 jours de plus, plaide papa au téléphone. Les affaires sont les affaires, répond le prêteur. Le premier qui paie emporte la voiture. Les 36 heures suivantes se transforment en calculs frénétiques et en appels téléphoniques désespérés. Chloé vide son compte d'épargne. Maman vend ses boucles d'oreilles en diamant de son anniversaire de mariage. Je plafonne ma ligne de crédit d'urgence. Il manque encore 3000 €. Ce n'est pas assez, dit maman, la voix creuse alors que nous nous rassemblons autour de la table de la cuisine. La date limite est demain à midi. La sonnette retentit,
et l'oncle Hervé se tient sur le perron, chéquier à la main. La famille s'entraide, dit-il, faisant écho aux paroles de maman d'il y a quelques semaines, mais avec une signification entièrement différente. Le lendemain matin, nous nous entassons tous à la banque, regardant l'horloge numérique se rapprocher de midi pendant que le directeur traite le virement. La main de papa tremble en signant l'autorisation. À 11h42, la confirmation apparaît à l'écran. Paiement reçu. Pour la première fois depuis des semaines, nous respirons. Le soleil matinal se reflète sur les chromes de mon Alpine alors que je me tiens devant le crédit municipal, serrant le reçu dans ma paume moite. Après 30 jours de sacrifices familiaux, de disputes et assez de larmes pour remplir la Garonne, nous avons rassemblé les 48 000 €, chaque centime compté. Ma gorge se serre alors que je pousse la porte vitrée. Le même prêteur qui a pris ma voiture est assis derrière le comptoir, les sourcils se levant en me reconnaissant. « Mademoiselle Dubois », dit-il en faisant glisser des papiers sur le comptoir. « Vous venez pour votre véhicule. » Je hoche la tête, incapable de faire confiance à ma voix. Ma signature semble étrangère alors que je la griffonne sur chaque ligne, le stylo tremblant entre mes doigts. Le prêteur compte le chèque de banque 2 fois avant de faire glisser un dossier contenant ma carte grise et un jeu de clés. « Tout est en ordre, dit-il, mais je l'entends à peine. Mes mains tremblent tellement que je manque de faire tomber les clés. Le métal froid contre ma paume, le poids familier que je pensais ne plus jamais sentir. Dans le parking, je passe mes doigts sur la peinture bleue France brillante, cherchant les imperfections, les preuves de mauvais traitement. Les chromes captent la lumière du soleil, la renvoyant en éclairs aveuglants. Ils l'ont nettoyé hier, mentionne le prêteur derrière moi. C'est la procédure avant restitution. Je ne réponds pas. Ce moment devrait être triomphal. Au lieu de cela, il a un goût de cendre, une victoire vidée de sa substance par la trahison. La voix de grand-père résonne dans ma mémoire. Les voitures ne sont que du métal et du chrome. C'est ce qu'elles représentent qui compte. Que représente cette voiture maintenant? Pas seulement mon travail acharné et mes sacrifices, mais la connaissance que ma famille a vu mon rêve comme quelque chose de jetable. Le moteur gronde et reprend vie avec un grondement familier qui vibre à travers le siège. Des larmes coulent sans retenue sur mon visage alors que je m'éloigne du mont-de-piété, chaque kilomètre entre nous permettant à un autre fragment d'émotion de se libérer. Au moment où j'atteins mon appartement, mes joues sont trempées, le mascara traçant probablement des rivières sombres sur mon visage. Mais ma voiture est à la maison. 3 jours plus tard, mon téléphone vibre avec un texto de maman. Dîner dimanche ? 17h, ton père fait griller des steaks. L'invitation tombe comme une pierre dans mon estomac. J'envisage de décliner, mais je tape une réponse simple, je serai là. Certaines conversations ne peuvent pas avoir lieu par texto. Le dimanche arrive avec un temps printanier parfait. Le moteur de l'Alpine annonce mon arrivée avant même que je tourne dans leur allée. Papa se tient près du barbecue, la spatule figée en l'air alors que je me gare. Maman apparaît à la porte, tortillant un torchon entre ses mains. Le dîner est un exercice de silence gêné, ponctué de demandes pour passer les pommes de terre ou de commentaires sur le temps. Chloé picore sa nourriture, les yeux baissés. Personne ne mentionne le malaise palpable qui est assis à table avec nous. Finalement, papa s'éclaircit la gorge, posant sa fourchette avec un soin délibéré. Amélie, commence-t-il, la voix aussi formelle que celle d'un étranger. J'ai préparé certaines choses que j'aimerais dire. Il sort un papier plié de sa poche, les mains visiblement tremblantes. J'ai trahi ta confiance. J'ai violé tes droits de propriété. J'ai manqué à mon devoir de père de protéger ce qui compte pour toi. Chaque phrase sonne répétée mais sincère, ses yeux allant du papier à mon visage. Maman tend la main sur la table, les larmes coulant. S'il te plaît, pardonne-nous, ma chérie. Nous avons eu tort. Tellement tort. Chloé se redresse sur sa chaise. Je travaille au printemps depuis 3 semaines maintenant. Elle sort un petit carnet. J'ai créé un plan budgétaire pour rembourser ma part. Ça prendra du temps, mais chaque centime sera rendu. Il me regarde, 3 visages tendus d'espoir et de peur. La guérison prend du temps, dis-je finalement, posant ma serviette à côté de mon assiette. La confiance ne se reconstruit pas du jour au lendemain. Le soulagement dans la pièce est palpable, bien que personne ne sourie. Ils comprennent que ce n'est pas le pardon, juste la volonté d'essayer. 2 jours plus tard, je suis assise en face de Maître Roland, l'avocate dont la carte me brûle dans mon portefeuille depuis un mois.
Vous avez un dossier solide pour des poursuites pénales, dit-elle, des lunettes perchées sur son nez alors qu'elle examine la documentation. Escroquerie. Faux et usage de faux. Vos parents pourraient faire face à de graves conséquences. Je fixe la photo de famille sur son bureau, 3 générations, souriant dans des pulls assortis. Quelles sont mes autres options? Maître Roland se penche en arrière. Une reconnaissance de dette formelle, juridiquement contraignante, mais sans poursuite pénale. Le dimanche suivant, nous nous réunissons à nouveau autour de la table de la salle à manger. L'oncle Hervé est assis à côté de moi, ses mains burinées stables alors qu'il regarde mes parents et Chloé signer les contrats. Des paiements mensuels pendant 2 ans, j'explique, la voix plus stable que je ne le sens. Avec intérêt. La main de papa tremble en signant, mais ses yeux croisent les miens sans ciller. Nous honorerons cela, Amélie. Chaque clause. Le changement de pouvoir est indéniable. Pour la première fois de ma vie, mes limites ne sont pas seulement des mots à ignorer. Elles sont écrites noir sur blanc, juridiquement contraignantes. Je n'ai jamais voulu ce genre d'autorité sur vous, j'admets plus tard, alors qu'Hervé me raccompagne à ma voiture. Parfois, le respect doit être imposé avant de pouvoir être donné librement, répond-il en me serrant l'épaule. La réunion de famille élargie le mois suivant devient la scène d'un jugement public. Tante Patricia me coince près de la salade de pommes de terre, son verre de vin penchant dangereusement. Tout le monde fait des erreurs, ma chérie. Tu as fait valoir ton point de vue. Il est temps de laisser tomber. L'oncle Hervé se matérialise à côté de nous, stable comme un chêne. Ils doivent assumer ce qu'ils ont fait, Patricia. Pas de minimisation. Le jardin tombe dans le silence alors que Chloé s'avance, les épaules carrées malgré sa voix tremblante. J'ai manipulé mes parents, annonce-t-elle à la famille réunie. J'ai joué sur leur favoritisme, mais ils ont choisi de trahir Amélie. Nous sommes tous responsables. La bouche de tante Patricia s'ouvre et se ferme comme un poisson. Mon cousin Michel me fait un signe de tête solennel de respect. Quelque chose change dans la dynamique familiale, la vérité, tranchant à travers des décennies de schémas de complaisance. Plus tard cette semaine-là, je change le code de la porte de garage chez mes parents. Le symbolisme n'échappe à aucun d'entre nous alors que j'installe un système de sécurité sur l'Alpine, le petit boîtier noir clignotant sous le tableau de bord. Tu nous laisses un double des clés, demande maman alors que je me prépare à partir. Juste en cas d'urgence? Je croise son regard, le maintenant jusqu'à ce que la compréhension se fasse. Non, dis-je simplement, je ne le ferai pas. Elle hoche la tête, les lèvres pressées mais acceptant. Le message ne nécessite aucune autre explication. Certaines limites n'ont pas besoin de mots, juste du son clair et sans équivoque d'une ligne qui est tracée. Les virages de la montagne se déploient devant moi comme une main accueillante. Je rétrograde, sentant l'Alpine répondre avec un grondement qui vibre à travers le volant et dans mes os. Les Alpes s'élèvent autour de moi, peintes d'or matinal. 1 an que j'ai failli la perdre, et conduire est toujours comme rentrer à la maison. Tu avais raison, grand-père, je murmure en tapotant le tableau de bord. La peinture bleu France brille au soleil, chaque reflet un rappel de ce pourquoi je me suis battu. Les vitres baissées, l'air de la montagne s'engouffrant dans mes cheveux, je peux enfin profiter de ce rêve sans l'ombre de la trahison. Mes épaules ne sont plus crispées en permanence. Le nœud qui a vécu entre mes omoplates pendant des mois s'est enfin dissous. Le dîner de la semaine dernière chez mes parents me revient en mémoire. Papa m'a conduite au garage avant mon départ, dévoilant le petit ajout qu'il avait construit lui-même, un espace sécurisé et verrouillé avec son propre système d'alarme. Ta voiture sera toujours en sécurité ici maintenant, avait-il dit, la voix rauque d'une émotion qu'il a encore du mal à exprimer. Seul toi as le code. Maman a appris à demander maintenant, des choses simples comme « ça te dérangerait si j'empruntais ta veste ?» Les questions elles-mêmes sont de petites victoires, des reconnaissances que mes affaires ne sont pas une propriété commune. Chloé m'envoie 300 € chaque mois, pas grand-chose par rapport à ce qu'elle doit, mais la régularité compte plus que le montant. Son appartement est minuscule, sa garde-robe simple. Le mois dernier, elle m'a montré son nouveau tableau budgétaire, la fierté remplaçant le besoin désespéré d'approbation qui l'a guidée autrefois. J'apprends ce que tu savais depuis le début, avait-elle admis. Gagner quelque chose est différent de le recevoir tout cuit. Un virage serré approche et je lève le pied, puis j'accélère à travers le virage. Le moteur chante sous moi. L'oncle Hervé est monté avec moi le week-end dernier, sa main burinée tapotant le tableau de bord avec appréciation.
Ton grand-père serait fier, avait-il dit, pas seulement de la voiture, mais de la femme que tu es devenue. Je mets mon clignotant et m'arrête sur le belvédère. En bas, la vallée s'étend à l'infini, les arbres se déversant vers des sommets lointains. Je coupe le moteur et m'assois dans le silence, me souvenant du jour où j'ai déposé des fleurs fraîches sur la tombe de grand-père, posant une photo encadrée de moi avec l'alpine contre sa pierre tombale. Je comprends maintenant, lui avais-je dit, certains rêves coûtent plus que de l'argent. Le cours de finance que j'anime bénévolement a lieu demain, 20 jeunes femmes apprenant ce que personne ne m'a appris, comment protéger ce qui compte, comment établir des limites, comment reconnaître quand donner devient nuisible. Le mois dernier, une adolescente nommée Mélissa est restée après le cours, admirant l'alpine. Mon père travaillait sur de vieilles voitures, avait-elle dit. Avant le divorce, ma mère a vendu ses outils pour payer les leçons de danse de ma sœur. Je l'avais laissée s'asseoir derrière le volant, regardant ses yeux s'illuminer de possibilités. Les rêves ont besoin d'être protégés, je lui ai dit, faisant écho à la sagesse de grand-père mais avec une nouvelle compréhension. Et toi aussi. Le soleil réchauffe mon visage alors que je redémarre le moteur, la route serpente devant moi, des possibilités non marquées par la culpabilité ou l'obligation. Les limites m'ont coûté le fantasme d'une harmonie familiale parfaite, mais elles m'ont donné quelque chose de mieux, des relations authentiques basées sur le respect plutôt que sur l'attente. J'accélère de nouveau sur la route de montagne, vitres baissées, l'avenir se déployant devant moi comme la parfaite ligne droite d'une autoroute dégagée. Pour la première fois depuis que j'ai 9 ans, regardant les mains de grand-père sur la voiture d'un inconnu, je profite vraiment de mon rêve.